vous avez déjà eu des tentatives de prise de pouvoir par le gouvernement mondial. Le monde de la banque et de la finance a pu infiltrer ces hommes dans toutes les sphères de pouvoir. Vous allez avoir une super élite qui va concentrer toutes les richesses, et l'Occident, aujourd'hui terriblement affaibli, est en grand danger face à des ennemis redoutables. Bonjour Olivier Piacentini. Bonjour Henri Michel. Vous êtes à la tête d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'assistance aux PME depuis une vingtaine d'années. Vous êtes aussi politologue et essayiste. Vous avez écrit plusieurs ouvrages. Le dernier, paru le 15 octobre aux éditions de Paris, s'intitule « Le mirage mondialiste, comment l'oligarchie manipule l'opinion ». Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être que vous pourriez définir les termes de mondialisme, d'oligarchie et de superclasse mondiale qui reviennent en fait très souvent dans le livre, qui sont le cœur du sujet et qui ne sont peut-être pas nécessairement familiers pour tout le monde. Bien sûr. Alors, mondialisme, je le distingue tout de suite de mondialisation. La mondialisation, c'est un fait, elle est là. C'est, je dirais, le rapprochement, je dirais, de toutes les frontières géographiques entre les peuples par les moyens de communication, les moyens de transport, les échanges. Et il y a un développement, évidemment, depuis l'après-guerre qui est vraiment marquant et qui s'est prolongé et a trouvé un nouvel aboutissement avec le numérique. Bon, donc tout ceci existe, on ne peut pas le remettre en question, il faut faire avec, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. Bon. Mais derrière, je dirais, ce développement des outils, il y a une idéologie, et cette idéologie, c'est le mondialisme. La mondialisation, c'est un fait, le mondialisme, c'est une idéologie qui veut justement s'appuyer sur la mondialisation pour, je dirais, orienter le cours des choses, à la fois sur le plan économique, politique, social et culturel. Et c'est ce que je décris dans mon livre. Le mondialisme, en fait, c'est un mouvement qui veut complètement abolir les frontières, les nations, les différences d'identité entre les peuples, les différences de critères religieux, socioculturels, pour aboutir à un monde unifié où ne vivraient plus que des individus lambda qui ne seraient plus rattachés à une identité ou à une patrie bien particulière. Et ça, c'est le mondialisme, et c'est tout à fait autre chose que la mondialisation, qui aurait pu, au contraire, virer à un renforcement des identités et de la diversité par le fait que chacun essaye de mettre en avant sa particularité, de proposer sa propre diversité, son authenticité aux autres. Ça aurait pu virer comme ça, mais le mondialisme est une tendance de fond qui veut aller plutôt dans le sens inverse. Et ce mondialisme, c'est une idéologie qui ne dit pas son nom, qui je dirais, avance camouflée, parce qu'elle est devenue l'arme de la superclasse mondiale. Parce que dans cette tendance à la mondialisation, nous avons, je dirais, des multinationales qui ont prospéré comme jamais depuis le début des années 90, avec l'éclatement du bloc de l'Est, la création de l'OMC, l'ouverture des frontières, qui fait que, économiquement, des oligopoles se constituent secteur par secteur, la concentration des entreprises se renforce, et les grands groupes atteignent une puissance inconnue par le passé. Si vous voulez, le phénomène de concentration crée des oligopoles secteur par secteur qui génèrent ce que j'appelle l'oligarchie mondiale. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que, si vous voulez, l'oligarchie mondiale, elle est hors sol, en fait, en réalité, de fait qu'il y ait des paradis fiscaux, des possibilités d'optimisation, de déploiement. Elle est complètement déployée, mais elle a un grand avantage, c'est que sa puissance financière lui permet de jouer par cercle concentrique sur des sphères d'influence qu'elle maîtrise. Exemple, les médias. La plupart des grands médias, aujourd'hui, appartiennent à cette superclasse mondiale ou cette oligarchie mondiale. Bon, on le voit en France. En France, c'est un cas même vraiment frappant, où vous avez la plupart des médias qui appartiennent à 9 grands groupes.
9 grands groupes, Bernard Arnault, M. Niel, M. Lagardère, M. Drahi, M. Bolloré, enfin, ils sont 9 à concentrer l'essentiel de la parole médiatique. Et ces 9 appartiennent à la même superclasse mondiale, ce sont des groupes mondialisés qui sont tous au CAC 40. Bon, on peut quand même se poser la question de savoir si, je dirais, les médias ne servent pas d'outils d'influence pour les grands groupes. Moi, je me pose la question, et on me dit complotiste, mais vous savez que Reporters sans frontières a classé la France au 45e rang en termes de liberté de la presse, entre la Roumanie et le Botswana, et que cet avis est motivé justement par ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'ils disent que les groupes financiers se servent des médias comme d'outils d'influence. Vous avez une station comme Europe 1 qui, alors vraiment, qui a même eu le truc insensé d'embaucher la fille de Brigitte Macron, Tiffaine Auzière, comme chroniqueuse politique. Bah, il faut dire que bon, Europe 1 appartient au groupe Lagardère et que le groupe Lagardère a eu beaucoup je dirais, d'avantages lorsque Macron était ministre des Finances. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, vous vous rendez compte quand même, la belle-fille du président qui est chroniqueuse politique sur une des principales stations de radio. Mais imaginez ça en Russie, mais on en rigolerait matin, midi et soir. Hein, dans les cafés, on en parlerait s'ils étaient ouverts. Mais là, c'est en France. Et alors, la première chronique qu'elle a faite, c'est sur le discours de son beau-père. Ça lui a plu. Je ne sais pas. Et alors, en face, elle avait Julien Bugier, mais il trouvait que c'était bien. Enfin, à aucun moment, il a trouvé à redire. Madame Auzière, dans cette chronique, avait dit oui, c'est vrai, Macron restreint les libertés. Elle n'a pas dit mon beau-père, elle a dit Macron. Hein, bon, restreint les libertés, mais vous savez, la première des libertés, c'est de ne pas mourir. C'est profond, hein, bon. Et bon, je ne sais pas. Écoutez, moi, ça me paraît hallucinant. Je peux vous dire que moi qui ai connu les époques Pompidou, Giscard et compagnie, ou même Mitterrand, tiens d'ailleurs, jamais j'en aurais pu voir un truc pareil. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est hallucinant. Autre sphère, si vous voulez, qui est maîtrisée, les associations, les ONG. On parle de George Soros qui, je dirais, finance un certain nombre d'organisations, les No Borders, Conspiracy Watch, toute une série d'organisations qui, je dirais, influencent et mènent des actions qui vont dans le sens de ce que préconise et les intérêts de cette superclasse mondiale. Vous avez également un certain nombre d'institutions qui sont, je dirais, infiltrées. On peut se rendre compte quand même, je veux dire, vous avez un certain nombre d'anciens de la Goldman Sachs qui se sont retrouvés à des postes de responsabilité, aussi bien politiques que dans les institutions internationales. Je pourrais vous en citer. Mario Monti, qui était commissaire à la concurrence de l'Union européenne, puis président du Conseil italien, est un ancien de Goldman Sachs. Mario Draghi, ex-président de la BCE, ancien de Goldman Sachs. Peter Sutherland, qu'on connaît moins, qui est un ancien de Goldman Sachs, qui se retrouvait au commissaire aux migrations à l'ONU. Bon, ancien de Goldman Sachs, il se retrouve aux migrations. Rapport entre la banque et les migrations, on ne sait pas. On voit bien que par un jeu de cercles concentriques, je dirais, il maîtrise tout un ensemble, je dirais, de cercles d'influence extrêmement puissants, jusque dans les plus hautes sphères de l'État et des gouvernements. Et c'est ainsi qu'ils influent grandement sur la politique. Alors vous parlez aussi, outre les ONG, les banques, les multinationales, vous parlez aussi de clubs, en fait, de réseaux d'influence occulte, vous dites. Et vous citez donc Bilderberg ou la Trilatérale. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces clubs, ces réseaux? Est-ce que ça rappelle pas un peu à certains égards les sociétés de pensée qu'on avait au XVIIIe siècle et qui ont été décrites notamment par l'historien Augustin Cochin et qui ont beaucoup influencé en fait la Révolution française qui s'est déroulée après, qui ont préparé le terrain? Oui, alors quand on parle de Bilderberg, ça a été fondé par Rockefeller. Rockefeller qui a dit clairement qu'il mettait en place Bilderberg parce qu'il voulait aboutir à un gouvernement mondial. Un de ses principaux acolytes, qui était M. Warburg, banquier Chase Manhattan, lui a dit qu'il fallait aboutir à un gouvernement mondial, et peu importe si c'est des banquiers qui le gouvernent, les banquiers ne feront jamais pire que les politiques. Bon, donc tout ça, ça a été dit, sauf que effectivement, c'est un cercle d'influence qui n'est pas si occulte que ça, parce qu'ils parlent, comme je vous dis, ils se sont exprimés. Les gens attentifs
vont voir dans certains médias des interviews de gens qui appartiennent à ces cercles, comme M. Attali, qui a écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde », dans lequel il évoque un gouvernement mondial pour gérer des problématiques que, selon lui, les nations ne sont plus en mesure de résoudre. Donc, c'est pas si occulte que ça. C'est occulte dans le sens que les médias ne mettent pas ça en avant, ne mettent plus ça en avant. Car les internautes pourront aller sur YouTube et taper Mourouzi Bilderberg. Mourouzi, du nom du grand journaliste qui officiait au Trésor à l'époque quand j'étais jeune, et qui a fait un reportage sur le Bilderberg. Réunion du Bilderberg à Torquay, où il avait envoyé un autre très grand journaliste qui s'appelait Bromberger, et où ils ont bien expliqué un petit peu que ce cercle-là, je dirais, agissait dans l'ombre pour influer sur le cours des événements politiques. Et d'ailleurs, dans ce reportage, qui date de 1977, vous voyez, l'un des membres de Bilderberg explique, mais là je vais presque le citer, il explique que, voilà, quand le cercle de Bilderberg veut promouvoir telle ou telle personnalité, au bout de quelques semaines, on ne voit plus que lui. Alors je ne sais pas si ça vous fait passer à quelqu'un, bon, moi oui, mais je veux dire par là qu'à l'époque, vous voyez, sur Trésor de TF1, qui était le plus regardé, bon, ben on en parlait. Et puis j'ai jamais vu depuis, hein, c'est terminé, pour la bonne raison que, si vous voulez, c'est très clair que le rapport de force en faveur justement de ces cercles et de ces multinationales n'a cessé d'aller dans leur sens et qu'ils ont les moyens, si vous voulez, de verrouiller les médias, comme je vous l'ai dit, qu'ils contiennent, et donc on évite de parler de ça parce que bon, ben, ça fait quand même un peu mauvais genre, vous voyez ce que je veux dire. Il faut laisser l'illusion d'une démocratie qui s'exprime sans aucune influence particulière. Bon, donc c'est occulte dans le sens qu'on n'en parle pas vraiment, mais si on se renseigne, on verra bien que c'est pas si occulte que ça. Et tout à l'heure, bon, j'ai fait une allusion évidemment très appuyée à M. Macron, qui effectivement a été convié à s'exprimer au club de Bilderberg en 2014, à la réunion de Copenhague, puisque tous les ans, en fait, ils font des réunions, je dirais, dans une ville différente. Donc en 77, c'était à Torquay, en Angleterre. En 2014, c'était à Copenhague. Et dans ce club de Bilderberg, on fait venir des nouveaux venus qu'on coopte. Et là, c'est M. Attali qui a proposé, donc M. Macron. Et dans le cadre de ces conférence, hein, vous avez un site internet du club de Bilderberg où tous les ans vous avez les réunions avec les thèmes des réunions et vous n'avez pas le contenu. Bon, M. Macron en 2014 a planché sur le sujet suivant: les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes. Bon, c'est là-dessus qu'il a planché en 2014. Alors je ne sais pas ce qu'il a dit, mais enfin apparemment ça leur a plu. Quand vous décryptez le sujet, les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes, moi je comprends comment faire pour faire avaler la pilule aux Occidentaux. Voilà, c'est comme ça que je le comprends. Quelque temps après cette réunion qui a eu lieu en 2014, on ne voyait plus que M. Macron dans tous les journaux. Bon, alors que les gens ne le connaissaient pas à l'époque. Hein. Et puis tout d'un coup, on le voit à la une de Paris Match avec sa charmante épouse, ou VSD, etc. Bon, alors peut-être que moi aussi j'ai l'esprit mal tourné, mais jugez-en par vous-même. Et alors, d'après vous, en fait, ces multinationales, ces banques, ces réseaux d'influence, ils n'agissent pas uniquement pour leur propre intérêt particulier, ils ont vraiment une stratégie en fait commune, ils agissent de concert pour pousser un projet commun. Quels éléments, en fait, alors à part peut-être les réunions dont on vient de parler, de Bilderberg et ces cercles-là, quels éléments vous permettent d'accréditer cette thèse ? Mais écoutez, ils agissent, à mon avis, sur deux ordres, mais le premier ordre, c'est un ordre d'intérêt. Parce que quel est l'intérêt d'une multinationale ? Une multinationale, son intérêt, c'est de vendre le même produit partout, et à quantité gigantesque. Et d'éviter, si vous voulez, à la fois toutes les barrières réglementaires qui sont différentes d'un pays à l'autre, qu'il faut adapter le produit, ça représente des coûts, c'est des complications. Bon. Et les barrières culturelles qui font que, par exemple, telle étiquette rouge dans tel pays, ça va évoquer quelque chose de pas bien, donc il faut changer le packaging ou le contenu ou le goût, etc. etc. Donc, le but, c'est d'aplanir
les frontières, les nations, les réglementations, de manière à ce que le produit puisse se déployer sans aucun frein, et d'aplanir également les grandes nuances et toute la palette de nuances culturelles qui font que ben, votre produit va être plus ou moins bien reçu à tel endroit et pas à tel autre, etc. Bon. Donc il y a bien un intérêt. L'intérêt, c'est d'ouvrir grand les portes à la diffusion, aux échanges de marchandises, c'est comme ça qu'on vous le dit, aux échanges de produits, bien, mais aux échanges des produits mondialisés. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un rouleau compresseur qui s'impose partout et qui n'a plus aucune barrière, aucun mur à contourner, etc. Bon. Donc il y a cette partie intérêt. Et puis ensuite, il y a, je dirais, une partie idéologique qui est assez curieuse parce que, bon, c'est vrai, on se dirait, bon, le mondialisme ressemble quand même à quelque chose de millénariste qui peut faire penser à une forme de communisme, etc. Bon. Mais, si vous voulez, ça converge avec, je dirais, l'idéologie de la contre-culture qui, je dirais, veut créer un homme complètement débarrassé de tout déterminisme, de l'héritage du passé, du poids de la famille, de tout ce que l'environnement, et en particulier le passé, la religion, etc., apporte, qui là aussi prévoit une très grande palette de nuances suivant qu'on est dans telle région, dans tel pays, dans telle sphère ou d'influence religieuse ou autre. Et on veut faire un individu qui serait libéré de tout ça, au nom du libertarisme que prônait par exemple Sartre, Foucault, bon, et que sais-je encore. Et au final, on aboutit à un individu qui, je dirais, n'est plus fondé sur des piliers que lui apporte la société, mais centré sur ses propres envies, ses passions, ses marottes, ses hobbies, tout ce que vous voulez, enfin, qui est complètement recentré sur lui-même et qui devient égotiste et par la suite devient un consommateur compulsif qui est complètement, je dirais, débarrassé, privé de toutes les barrières qui peuvent s'opposer, je dirais, au message du marketing, de la publicité, à tout ce que déploie, je dirais, le mondialisme pour, évidemment, arriver à lui faire vendre. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance entre des intérêts bien clairs, bien cernés, et puis une idéologie derrière, qui est celle du libertarisme, du progressisme, enfin ça prend tous les jours un nom différent, enfin vous voyez bien de quoi je parle. C'est même assez frappant, enfin si vous voulez, quand vous aviez à l'époque, vous voyez, moi je suis né à une époque charnière où, bon, j'ai beaucoup côtoyé des gens d'ancienne génération, qui étaient beaucoup plus imprégnés, je dirais, d'esprit patriotique. Vous voyez, mon arrière-grand-père a fait la guerre de 14, il a eu la Légion d'honneur. Mon grand-oncle a fait la guerre de 40, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Bon, mon arrière-grand-père, par exemple, quand il recevait sa déclaration d'impôt en retard ou qu'il ne la voyait pas arriver, tous les ans, il s'inquiétait, il allait au service d'impôt pour demander, mais comment ça se fait qu'on ne m'envoie pas mon avis d'impôt? Bon, qui fait ça aujourd'hui? Plus personne. Bon, mais c'est pour vous dire comme ces gens-là avaient vraiment l'amour de leur pays. De la même manière, ils étaient beaucoup plus imprégnés de religion, de devoirs vis-à-vis des traditions, de tout ce qui entoure, je dirais, les fondements de la manière dont ils ont été éduqués. Ils avaient beaucoup plus foi dans l'école, ils avaient beaucoup plus foi dans la justice, dans la police, dans tout ce que vous voulez. Et si vous voulez, forcément, ces gens-là regardaient, je dirais, alors c'est pas qu'ils étaient complètement rétifs à la consommation, parce que même vieillissant, vous voyez bien quand même qu'il y avait une amélioration du bien-être, et eux-mêmes étaient très contents de ça, parce qu'ils se sont battus aussi pour ça, vous voyez. Eux-mêmes nous disaient, mais vous avez de la chance aujourd'hui, bon, vous êtes soignés, vous avez des voitures, vous avez... Bon. Mais d'un autre côté, vous voyez, ils ne se laissaient pas, eux, piéger par tous ces messages et tout ce clinquant de la publicité, du marketing et autres. Parce que tout simplement, quand vous êtes déjà plus religieux, ben, vous avez un peu plus de retenue par rapport à vos envies. Ça vous apprend quand même à vous détacher du matériel, à vous détacher de vos propres pulsions. Vous voyez, je dirais l'enracinement patriotique et même l'enracinement culturel fait que, bon, ben, vous voyez, je pense, bon, ben, quelqu'un qui est vraiment enraciné, un Auvergnat, il va préférer, je dirais, son jambon traditionnel ou un Corse comme je suis moi, que les jambons surgelés ou les jambons industriels. Il va voir la différence et il ne va pas goûter les choses de la même manière. Quand vous voyez quand même les habitudes culinaires, comprises des nouvelles générations qui sont vraiment à qui on bourre le crâne avec les fast-food et autres,
Bon, vous voyez bien qu'il y a une différence qui est liée à une culture qui fait qu'à l'époque, bon, ces gens-là, je dirais, résistaient ou n'étaient pas compatibles avec tout ce qu'on leur servait. Vous voyez, et ce sont donc bien à la fois les identités, la religion, la foi patriotique qui sont des armes pour résister au rouleau compresseur du marketing, de la publicité, qui veut nous orienter toujours, encore une fois, dans des produits standards industrialisés qui maximisent les profits de l'oligarchie. Donc, il y a bien, je dirais, un lien entre la personnalité telle qu'elle était avant dans le commun des citoyens et celle d'aujourd'hui, et il y a l'influence de l'oligarchie pour modifier les habitudes. Et alors en fait, on a l'impression que donc cette destruction qui est très méthodique finalement du socle en fait qui permet à une société de faire corps, notamment les sociétés occidentales, tout ce que vous avez évoqué. En fait, on a l'impression que le mondialisme, un peu comme la Révolution française, le bolchevisme ou le nazisme avaient essayé de le faire, avaient voulu le faire en leur temps, le mondialisme essaie et est presque parvenu à créer en fait un homme nouveau. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre. Alors, oui, il a contribué à créer un homme nouveau, entre guillemets. Il y a cette inversion des valeurs qui a imprégné la population, en partie. Elle a imprégné dans la mesure où, bon, c'est vrai que, on ne va pas se mentir, hein, la société d'avant avait aussi ses défauts, vous voyez, c'était une société un peu hypocrite parfois, c'était une société un peu corsetée, vous voyez, bon, et qui avait certainement besoin, si vous voulez, de se décoincer par certains aspects, vous voyez, et bon, toute cette tendance de la contre-culture a saisi la balle au bond de quelque chose que les gens ressentaient. Vous voyez, c'est pas arrivé de nulle part, on n'a pas mis ça dans la tête des gens, et puis tout d'un coup, bon. Non, il y avait, si vous voulez, une volonté, je dirais, de décoincer un peu la société, d'avoir des rapports, que ce soit dans le travail, entre les patrons, les salariés, ou en famille, entre les parents et les enfants, d'avoir des rapports un peu plus simples, un peu plus, je dirais, un peu moins hiérarchisés, moins verticaux. Bon. Et alors, c'est pour ça que moi je dis que ils ne sont pas encore aboutis à un homme nouveau, ils n'y arriveront pas. Parce que l'homme nouveau n'existe pas. Et il n'a jamais existé. Hein, l'homme a des aspirations, il a des aspirations à plus de liberté. Pendant un temps, cette tendance à la contre-culture a répondu, et aujourd'hui, elle va au-delà de ce que les gens attendaient. Ça va bien au-delà, puisqu'aujourd'hui, vous le voyez bien, on se retrouve, si vous voulez, non plus à une libération, mais au contraire, on nous assène des slogans, on nous assène des injonctions, on nous interdit de parler. C'est donc que le fameux homme nouveau n'est pas arrivé et qu'on veut le faire devenir le vrai homme nouveau qu'on voudrait à coup d'injonctions, d'interdits, je dirais de fatwa morale, ah ben toi t'es pas bien, toi t'es ci, toi t'es là. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'a connu le communisme. Hein. Vous savez, le communisme est l'idéologie qui a fait le plus de morts dans toute l'histoire. Et pourtant, ça part de quelque chose, on va dire, qui est, bon, qu'on pourrait considérer, bon, ben on veut le bien de tout le monde, on veut pas qu'il y ait des pauvres, etc. Bon. Mais le simple problème, c'est que pour arriver à ça, il faut que l'homme change de nature, et on n'y arrive pas. Et quand les mêmes communistes qui partent avec des bonnes idées, des idées généreuses, etc., se rendent compte que les gens ne marchent pas et ne rentrent pas dans le moule, eh bien c'est là qu'ils deviennent très méchants. Et c'est là qu'ils font des massacres en pagaille. Alors là, on n'y est pas, évidemment, on n'est pas dans ce schéma-là, mais on est quand même à une période où le mondialisme se montre répressif. Et est-ce que justement, on voit que le mondialisme partage plusieurs attributs avec l'idéologie marxiste notamment, que ce soit au niveau de la division de la société, monter les uns contre les autres, saper la cohésion nationale, attaquer la croyance, la foi, la famille, la culture, l'histoire, les traditions. Ça, c'est ce que faisait aussi l'idéologie marxiste. Absolument. Est-ce qu'on peut considérer que le mondialisme serait une forme d'avatar, une forme postmoderne en fait du marxisme? Est-ce qu'on voilà, on aurait le collectivisme d'un côté,
le mondialisme de l'autre qui constituerait en fait les deux faces d'une même médaille, le communisme? Eh bien écoutez, oui, alors j'ai déjà fait une émission sur NTD où j'ai parlé de l'avancée vers le communisme, mais alors c'est vrai que c'est dur à expliquer quand même, parce que les gens, et je crois que je vais écrire un livre là-dessus d'ailleurs, pour rentrer plus dans le détail ma pensée, mais effectivement il y a des similitudes étranges, hein, si vous voulez, dans l'idée effectivement de faire table rase du passé. Bon, qui avait été appliqué par exemple sous Mao, avec une férocité... puisque là, carrément, bon, ben, on a massacré je ne sais plus combien de dizaines de millions de personnes pour enlever de la tête des gens toute la culture ancestrale de la Chine, le confucianisme. C'est ce qu'avaient fait également les Khmers rouges, hein, vraiment. Alors eux, je dirais que c'était le record mondial en proportion de la population. C'est-à-dire que en 5 ans, ils ont massacré à peu près un quart de la population. Si on laisse faire encore 10 ans, il n'y a plus personne. Bon, je veux dire, et ce qu'on voit aujourd'hui du mondialisme, c'est-à-dire cette envie de, si vous voulez, d'extirper de la tête des gens l'histoire, l'attachement à la patrie, la culture, je dirais classique, la vraie culture, qui est pratiquement génétiquement modifiée par le mondialisme. Comme je l'explique dans mon livre, Le Mirage mondialiste, non seulement on a changé de culture, mais même on a changé le sens du mot culture. C'est-à-dire qu'à l'époque, culture, ça voulait dire un travail qui relève de l'élévation de l'esprit, de la beauté, d'une esthétique et autres. Aujourd'hui, on appelle culture tous nos comportements. Et c'est Andy Warhol qui avait bien symbolisé ça en peignant des canettes de Coca-Cola. Vous voyez, c'était devenu de l'art. Bon. Et donc, il y a la même entreprise de déconstruction de la culture qu'avait évoqué Gramsci, penseur italien communiste, qui avait expliqué que le principal frein à la révolution marxiste, c'était ce qu'il y avait dans la tête des gens, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire le catholicisme, la foi patriotique, etc. Donc on retrouve exactement aujourd'hui la même tendance à vouloir éradiquer la culture de la tête des gens. Alors ça ne se fait plus comme sous Mao en massacrant tant de millions de personnes, mais ça se fait à coup de séries télé, télé-réalité, tout ce que vous voulez, bon bref, publicité. Et alors je dirais que oui, pour moi, on va vers une nouvelle forme de communisme. Je vais vous dire dans quel sens. Le communisme, c'est la collectivisation des moyens de production. Le communisme à l'ancienne, on va dire. Hein. C'est-à-dire que sous le marxisme tel qu'il a été appliqué, par exemple, en Union soviétique ou en Chine, donc l'État récupère tous les moyens de production et il répartit le travail entre la population. Et donc, c'est l'État qui concentre toute la production. Eh bien, il est en train de se passer quelque chose de différent, mais qui s'y rapproche. Ce sont aujourd'hui les multinationales et les grands groupes qui sont en train de concentrer entre leurs mains tous les moyens de production. Et que vont-elles faire? Eh bien, elles vont répartir le travail ou les marges entre les gens. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec peut-être 20-25% des gens qui sont suffisamment qualifiés pour travailler autour de cette production que maîtrisent les grands groupes, que ce soit des ingénieurs, des ingénieurs commerciaux, des spécialistes du marketing, du numérique, etc. Et puis les autres, on va les faire vivre avec des revenus mensuels, les fameux revenus universels et autres. Donc on va organiser une forme de communisme qui aura cette particularité d'être contrôlé par les milieux de la finance et des multinationales. C'est pour ça que les gens n'appellent pas ça communisme et ne le voient pas comme du communisme, parce que le communisme jusqu'à présent, c'était l'État. Et là, ce ne sont plus les États qui vont contrôler, ce sont les grands groupes. Mais le résultat va être le même. C'est-à-dire que vous allez avoir une super élite qui va concentrer toutes les richesses. C'était le cas en Union soviétique. Il y avait une super élite qui avait toutes les richesses. Et on l'a vu, quand l'Union soviétique s'est disloquée, ce sont les mêmes qui ont récupéré pour leur compte les conglomérats, c'est ce qu'on a appelé les oligarques. Hein, nous sommes... bon. Et les autres vont avoir leur petit revenu à la fin du mois pour survivre. Tant bien que mal. Donc nous allons effectivement vers un néo-communisme sans l'État. Mais là encore, au fond, il faut se reporter à la pensée de Karl Marx. La finalité, suivant Karl Marx, c'est la disparition de l'État. Pour Karl Marx, l'étape d'étatisation, c'est une étape, ce n'est pas l'aboutissement. À la fin, il doit y avoir la disparition de l'État. Donc vous voyez que, en réalité, on va vers les mêmes points de convergence, mais on emprunte des chemins différents. Et ce sont d'autres catégories
socio-professionnels, je dirais, qui maîtrisent cette évolution par rapport à ce qu'on a connu avant. Voilà. Et ce que vous dites par rapport à l'État, d'ailleurs, dans votre livre, vous montrez bien que les États, finalement, maintenant, sont quasiment passés sous tutelle de ces banques et de ces multinationales qui font la pluie et le beau temps avec les emplois qu'elles peuvent procurer et puis les crédits qu'elles peuvent accorder. Comment, finalement, est-ce que ces multinationales et ces banques sont parvenues à confisquer le pouvoir aux États et à vider les démocraties de leur substance? Est-ce que les responsables aux affaires dans ces États ont été complices ou impuissants? Alors, je pense qu'il y a différents degrés, si vous voulez. Je pense qu'il y a différents degrés. À la base, en fait, tout est parti, selon moi, justement de cette période de la contre-culture des années 60, avec tout d'un coup, je dirais, une rupture dans le pacte de confiance entre les entreprises et la population. C'est-à-dire que les 30 Glorieuses, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que les entreprises s'implantent, elles distribuent des revenus, elles donnent des emplois pratiquement à tout le monde, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail. La pression, je dirais, de la production qui ne cesse d'augmenter fait qu'il y avait carrément des pénuries de main-d'œuvre, qui fait que les gens étaient de mieux en mieux payés. Et il y avait une forme de confiance, puisque les gens de mieux en mieux payés consommaient des produits qui étaient fabriqués sur place. Et on disait à l'époque, ce qui est bon pour General Motors est bon pour les États-Unis. Il y avait le pacte de confiance entre la grande industrie et le peuple. Parce que les deux, je dirais, convergeaient et, je dirais, se partageaient les fruits de la richesse. Et on a eu une période exceptionnelle que j'ai eu la chance de connaître quelques années de ma vie. Pas vous, apparemment. Bon. Et puis, à la fin des années 60, il y a eu tous les mouvements révolutionnaires, maoïstes, trotskistes, les courants hippies, la contre-culture, etc. Des mouvements de grève incessants. Alors, ça a commencé avec mai 68, en Italie, les Brigades Rouges, en Belgique, les cellules communistes combattantes, etc. Enfin, partout, un climat insurrectionnel qui fait que l'outil de production était menacé. Et à partir de là, il y a eu rupture dans le pacte de confiance. Et dès les années 70, je pense que les grandes entreprises ont cherché à trouver d'autres horizons. Bon, sauf que les horizons étaient plus ou moins bouchés par, je dirais, la fracture géopolitique, c'est-à-dire la guerre froide. Bon, qui fait qu'il y avait un hermétisme entre les deux blocs et les multinationales ne pouvaient pas se délocaliser de façon massive comme elles le voulaient. Donc il y a eu une rupture dans le pacte de confiance. Ça, c'est le premier point. Et il y a eu autre chose, c'est que les États, face, je dirais, à ces mouvements de la population, ces mouvements sociaux, ont commencé à s'endetter pour assurer un mieux-disant social aux populations qui le réclamaient. Et donc les États sont rentrés dans un cercle infernal du déficit et de la dette à partir de la fin des années 70. Tous les États occidentaux ont commencé à rentrer dans cette spirale-là. Partant de là, qui dit dette dit soumission. Quand vous êtes en déficit permanent, comme l'est la France, puisque la France est le champion du déficit, et un pays qui n'est plus dans les critères de Maastricht, de convergence de Maastricht, qui impose 3% de déficit, qui ne les respecte plus depuis l'année 2003. Donc vous voyez, quand Macron et consorts vont donner des leçons à l'Angleterre, à l'Italie, à je ne sais qui, etc., et qu'eux-mêmes ne respectent jamais le principal critère de gestion qui doit, je dirais, arriver à consolider l'euro, bon, mais ça fait rire. Bon, mais si vous voulez, à partir du moment où les États ont commencé à s'endetter, un État comme la France aujourd'hui ne peut plus se passer de la dette tant qu'il est en déficit permanent. Du jour où la France n'est plus financée, il n'y a plus un billet de 100 € dans les distributeurs. À la minute même, vous comprenez? Puisqu'on est en permanence en besoin d'argent pour financer nos services publics, nos guichets sociaux, etc. Bon, à partir de là, la sphère financière a obtenu de plus en plus d'avantages avec la dérégulation financière, c'est-à-dire des possibilités de spéculer de façon quasiment illimitée et presque de jouer au casino, parce que vous voyez, on en a fini avec l'encadrement du crédit. Bon, c'était peut-être pas un mal, mais ensuite derrière,
on ouvre la voie à des nouveaux produits, comme les varants, les options d'achat, les options de vente, etc., qui permettent en fait de miser sur 50 avec 1. Vous voyez, $1 vous permet de miser sur $50. Donc, un véritable casino qui s'institue. Moi, je suis persuadé que tout ça, a été, je dirais, servi en échange du « bon, mais tu me finances, moi je te fais ci », etc., etc. Et donc, petit à petit, les États deviennent de plus en plus dépendants de la sphère financière, à la fois à travers le financement bancaire, mais également à travers les activités financières qui deviennent une bulle, je dirais, qui est au-dessus de nos têtes et qui, à la fois, avec un certain ruissellement, permet de faire vivre un peu nos sociétés de plus en plus désindustrialisées, mais fait peser une menace terrible au niveau de la spéculation et des risques qu'elle comporte. Une menace terrible qui pèse sur l'économie réelle. Vous voyez, quand vous voyez aujourd'hui que, alors que l'économie s'effondre, le CAC 40 se maintient, vous voyez bien qu'il y a une sécession de l'économie financière à haut niveau, c'est-à-dire de tout ce qui est contrôlé par l'oligarchie, et puis des autres. Il n'y a plus de rapport, en fait, entre les deux. Et donc, c'est à travers ça que le monde de la banque et de la finance a pu infiltrer ces hommes dans toutes les sphères de pouvoir, Union européenne, Cour de justice des droits de l'homme, les institutions internationales, également les gouvernements. Et puis alors nous, en France, évidemment, nous sommes champions de toute catégorie, puisque notre président est issu de ce milieu-là directement. Il est issu de ce milieu-là et il n'a jamais fait carrière que dans ce milieu-là. Et il a été propulsé à la tête de l'État en n'ayant jamais connu que le monde de la banque et toutes les multinationales qui étaient clientes auprès de sa banque. Donc on voit bien comment, petit à petit, ce monde financier a, je dirais, vampirisé les États. Et quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, une directive comme la directive BRRD, qui a été adoptée par l'Union européenne, c'est-à-dire une directive qui permet aux banques de puiser dans les comptes des clients en cas de difficulté, parce que c'est ça que ça veut dire, expliquez-moi comment des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, élus par les Européens, ont pu infliger ça à leur population. Normalement, ils doivent défendre leur population, pas les intérêts bancaires. Là, ils défendent la banque. Ça a été ratifié en France. Donc nos élus ont ratifié une mesure qui, je dirais, ne va dans le sens que des banques. C'est flagrant. C'est bien flagrant que la banque, aujourd'hui, mène le jeu et impose son cahier des charges aux politiques. Vous dites quelque chose qui est assez frappant dans le livre aussi par rapport à l'Union européenne. Vous dites que c'est le laboratoire de la gouvernance mondiale, je crois. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, en fait? Il me semble que le schéma de gouvernance de l'Union européenne correspond véritablement à quelque chose, un schéma qui doit complaire complètement à ces messieurs du Bilderberg. C'est-à-dire qu'il y a une façade démocratique qui s'exprime d'ailleurs de façon multinationale. Dans l'Union européenne, vous avez le Parlement qui est élu, je dirais, par pays, et chaque pays envoie ses représentants. Alors, ce sont des élections qui, en général, sont celles qui regroupent le moins de participation. Pourquoi? Parce que, justement, ce n'est pas national. Donc, vous voyez bien quand même que les peuples ne rentrent pas dans le schéma multinational, n'acceptent pas forcément la démocratie quand elle va au-delà de leurs frontières. Ça veut donc dire que l'homme nouveau n'est pas encore tout à fait là, les gens restent attachés à leur patrie et à leur cadre national pour, je dirais, comme cadre préféré de gouvernance. Ce Parlement a très peu de pouvoir. Ce Parlement a très peu de pouvoir. Il désigne une commission, la Commission européenne, qui est un exécutif, et ce Parlement a très peu de pouvoir. Il ne peut même pas voter le détail des postes de dépenses. Il vote le budget en termes de, je dirais, recettes-dépenses en bloc. Il n'a pas le détail. Bien. Par expérience, pour avoir fait une conférence au Parlement européen, il y a de ça 3 ans, j'ai eu le témoignage de députés européens qui m'ont expliqué que, par exemple, sur la négociation du traité TAFTA, traité de libre-échange transatlantique, entre l'Union européenne et les États-Unis, qui est d'une importance majeure, les députés ne pouvaient pas consulter, quand ils le voulaient, le traité, ou le projet de traité. Le projet de traité était dans une pièce fermée, enfin c'est Fort Knox. Il faut demander à y aller 3 semaines à l'avance. Vous avez droit à 3 quarts d'heure de consultation, vous ne pouvez pas prendre de photos, juste des notes.
Ça, c'est nos représentants, comment est-ce qu'ils sont traités là-bas sur place. Bien. Nous savons que la Commission européenne, qui est donc hors sol, qui est détachée de tout, qui est à peine en prise avec le Parlement, dans les couloirs de Bruxelles, eh bien, vous avez, je dirais, des gens avec des valises qui représentent des lobbies, des multinationales, etc., qui circulent et puis qui imposent, je dirais, ou qui savent se faire entendre. Alors, je ne sais pas par quel moyen, hein, je n'ai pas investigué, mais qui apparemment arrivent à, je dirais, obtenir des avantages et des lois, des directives qui vont dans leurs intérêts. Donc, il me semble que le modèle est particulièrement, répond particulièrement aux attentes de cette oligarchie. Et alors, en plus, vous avez, dans le cadre de l'Europe, une ouverture totale au libre-échange sans aucun frein, sans aucune protection. Libre-échange entre les pays européens, ben ça, à la rigueur, je serais pour. Mais libre-échange même avec le reste du monde, et même avec la concurrence la plus déloyale, comme celle de la Chine. Bon. Et là, on ne met jamais aucune barrière, aucun frein, on laisse ouvert, alors que l'Union européenne était justement censée défendre les intérêts de nos entreprises. Alors non seulement elle ne les défend pas, mais elle les livre à la pire des concurrences, la plus déloyale, la plus éloignée de nos pratiques et de ce qu'on impose à nos entreprises. Donc il me semble que véritablement, le monde tel que le voudrait l'oligarchie mondiale ressemble fort à l'Union européenne, et évidemment, vous vous rendez compte que c'est un machin qui ne marche pas très bien, quoi. Enfin bon, c'est ce que je pense, mais je ne dois pas être le seul. Juste, vous avez évoqué là, il y a quelques instants, vous en parlez dans votre livre aussi régulièrement. Donc vous pointez la connivence entre les multinationales et le régime chinois. Oui. Les multinationales ayant profité de la main-d'œuvre à faible coût disponible en Chine communiste. Alors, quel rôle joue précisément la Chine communiste dans le projet mondialiste? Quels sont les points de convergence qui permettent à ce que vous appelez l'oligarchie, la superclasse mondiale, et au régime communiste de s'entendre? Eh ben, c'est tout simplement le fait que, si vous voulez, ce qui a permis aux multinationales de larguer les amarres avec ce monde occidental qui était devenu périlleux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la Chine. La Chine avec son 1,5 milliard d'habitants. La Chine avec son régime de fer qui est capable évidemment de faire travailler les gens de force. Vous voyez? Et donc, à partir du moment où la Chine s'est ouverte, en termes, je dirais, d'accueil d'entreprise, hein, à partir de ce moment-là, les multinationales occidentales ont trouvé un point de chute pour des usines qui subissaient énormément de mouvements de grève, bon, avec des exigences de plus en plus fortes, etc. Le mouvement de délocalisation s'est accéléré, et aujourd'hui, le mondialisme veut reconfigurer le monde comme une vaste usine intégrée, sauf que voilà, la consommation, c'est pour les Asiatiques, la production, c'est pour les Asiatiques, et donc pour faire produire, ben, il faut un régime fort comme celui de Pékin, et la fonction consommation, c'est pour nous les Occidentaux. Donc là, au contraire, il ne faut pas du tout un régime fort. Il faut au contraire que ce soit un petit peu la porte ouverte à tous les droits sociaux, sociétaux, etc. Bon, des États qui en fait deviennent des guichets où les gens viennent prendre de quoi consommer, et puis de nouveaux droits pour encore toujours aller plus loin dans ses envies. Donc, le monde a été reconfiguré de la sorte. Et il y a effectivement une collusion entre ce régime chinois très autoritaire et des multinationales, une collision d'intérêts. Je ne suis pas persuadé qu'elle soit complètement idéologique, quand on connaît effectivement les Soros, etc. Je ne suis pas persuadé que le modèle chinois soit vraiment celui qu'il est en tête pour nous. Mais le fait est que pour le moment, il le maintient en place. Et je dirais, le libre-échangisme avec la Chine s'est développé à partir de 2001, entrée de la Chine dans l'OMC. Et il impliquait pour la Chine toute une série, je dirais, d'obligations, un cahier des charges, pour se rapprocher du modèle occidental, à la fois au niveau social, sociétal, sanitaire, environnemental, etc., etc. Mais qui leur a jamais imposé quoi que ce soit? Personne. Et la preuve, ça nous éclate au visage. Le seul qui a fait quelque chose, c'est Donald Trump. Donald Trump a été chassé. C'était la cible quotidienne des médias de l'oligarchie, permanente. En cassant, je dirais, le flux commercial avec la Chine, il a fait perdre des dizaines de milliards d'euros aux banques et aux multinationales qui ont
investi là-bas, et au-delà de la perte courante, ils remettaient en question leur modèle économique. Bon, observez, alors moi, ça fait des semaines que je l'ai dit, avec Biden, les Chinois vont se réjouir. Ils se sont réjouis officiellement, puis ils ont fait plus que ça. Il y a 3 jours, ils ont envoyé toute une escadrille d'avions, des bombardiers, etc., au-dessus de Taïwan. Ben, qu'a dit M. Biden? Moi, j'ai rien entendu. Enfin, je suis peut-être un peu sourd comme lui, ou fatigué, je ne sais pas, en ce moment. Mais voilà, avec M. Biden, qui est le candidat de l'oligarchie aux États-Unis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on tape du poing sur la table vis-à-vis de la Chine. Ce virus, c'est un virus chinois, qu'il soit accidentel, qu'il soit provoqué, de laboratoire, qui vienne d'un marché, c'est le même problème. La Chine ne respecte pas ses engagements. La Chine est une des premières puissances commerciales du monde, mais elle a des aspects qui sont restés moyenâgeux et qui sont donc des risques pour l'ensemble de la planète, et nous le voyons. Normalement, dans cette configuration, la communauté internationale doit exiger de la Chine qu'elle paye les pots cassés. On doit exiger de la Chine des réparations. Déjà des enquêtes et des réparations. C'est ce que voulait faire M. Trump. Mais personnellement, je n'ai pas confiance en Biden, moi. Je pense qu'il ne va rien faire du tout. Vous voyez, qu'il va s'écraser comme une crêpe, et puis voilà, et puis c'est comme ça, et puis peut-être que dans 2 ans, les Chinois vont nous en envoyer un autre, puisque ça marche. Finalement, vous savez, au fond, eux ont intérêt à ce qu'on soit dans la panade, et puis pendant ce temps, eux ne cessent de monter, vous voyez ce que je veux vous dire. Donc voilà, c'est là qu'il nous fallait vraiment un homme fort et qui était décidé à lutter contre la Chine, non pas parce qu'on n'aime pas les Chinois, mais simplement parce qu'on veut arrêter ce système qui est injuste, qui est inéquilibré, où nous assignons des tas d'obligations commerciales et autres que la Chine n'a pas, et qui pourtant est autorisée à se battre avec nous, mais avec des armes inégales. Donc la seule personne qui a jamais voulu revenir là-dessus, c'est Trump. Eh ben, nous ne l'avons plus. Et nous allons le payer cher. Et alors vous concluez qu'il a perdu la main, qu'il est à bout de souffle en fait. Pour vous, c'est la crise sanitaire qui a permis notamment de mettre en lumière en fait les faillites du système, les faillites du mondialisme. C'était déjà avant. Et mon livre, il a été publié en octobre, mais je l'ai fini au tout début de la crise sanitaire. Donc c'est pas du tout la crise sanitaire qui a motivé cette opinion, puisque les populismes montaient de partout. Les populismes montaient de partout. Hein. Je veux dire, et jusqu'au cœur même du mondialisme, hein, puisque les États-Unis, l'Angleterre, c'est quand même de là que ça part. Vous voyez, le Brexit, bon, ben, c'est un choc. Évidemment, l'élection de Trump, ça a été un choc immense. L'Italie 2018, au niveau européen, ça a été un autre choc. C'est-à-dire que, vous voyez, là, c'est vraiment une des nations fondatrices au cœur de l'Europe, qui a toujours été un très grand soutien de l'Union européenne, qui bascule avec Salvini et compagnie. Donc, il y avait vraiment le feu au lac pour les mondialistes. Et d'ailleurs, George Soros avait dit à l'époque, mais notre bateau est en train de couler. Vous voyez, notre bateau mondialiste prend l'eau de toutes parts. Bon, donc c'était déjà avant. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la limite d'acceptabilité de certaines choses par celui qu'on voudrait voir devenir un homme nouveau. Il y a un moment donné, si vous voulez, où l'homme qui n'est pas nouveau, puisque je vous répète, j'y crois pas, l'homme nouveau, ça ne marchera jamais. Donc, il y a un moment où le simple bon sens des gens leur fait comprendre que ça va trop loin, et bien au-delà de ce qu'ils attendaient. Et je pense que c'est ça qui a renforcé les mouvements populistes, hein, et il est bien évident que, je dirais, l'idéologie mondialiste, ça fait quelques années quand même, à mon avis, qu'elle a du plomb dans l'aile. Voilà. Et alors évidemment, il y a eu le choc, je dirais, de la crise sanitaire, avec déjà bon, la contemplation de notre vacuité économique, c'est-à-dire qu'on n'a plus de Doliprane, on n'a plus de masques, des choses très basiques sont devenues pendant des mois pratiquement introuvables à cause de tout ce système économique, ce modèle économique qui a été mis en place. Donc ça a été un énorme choc dans l'opinion qui ne percevait pas à quel point nous étions affaiblis, à quel point nous étions, je dirais, livrés au bon vouloir du régime communiste totalitaire chinois. Vous voyez ? Bon. Et derrière, vous avez encore toutes les incohérences, je dirais, de la gestion sanitaire qui illustrent, ou en tout cas laissent soupçonner, une collusion entre
les États et le monde des grands laboratoires pharmaceutiques. Bon, avec énormément de soupçons, de doutes, de choses très étranges qui, effectivement, je dirais, laissent supposer qu'il y ait des conflits d'intérêts jusqu'au cœur même du pouvoir. Donc ces deux éléments, évidemment, viennent renforcer, je dirais, le rejet du mondialisme par les populations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que le pouvoir mondialiste, qui jusqu'à présent œuvrait suivant ce que j'ai appelé la technique du voleur chinois, c'est-à-dire petit à petit, il ne faut pas que ça se voie, on va accoutumer les gens petit à petit, on fait tomber un domino, puis c'est le domino suivant qui tombe, mais tout ça prend des années. Là, aujourd'hui, ils se sentent pris de vitesse par les populistes, et donc ils sont obligés d'accélérer leur programme, mais au point que ça commence à se voir. Mais vous dites d'ailleurs qu'ils vont en fait tout faire maintenant pour imposer une forme de gouvernance mondiale. C'est ça, ben oui, mais bien sûr. Comment cette tentative en fait va se manifester selon vous? Moi, vous avez déjà eu, si vous voulez, des tentatives de prise du pouvoir par le gouvernement mondial. Là aussi, il faut bien observer. Au lendemain de la crise des subprimes, en 2008, vous voyez, le G7 a été supplanté par le G20. Bon. Le G20, quand le G20 a été mis en œuvre, Herman Van Rompuy, qui était président de l'Union européenne à l'époque, a dit « Aujourd'hui, c'est l'an 1 de la gouvernance mondiale ». Or, et il l'a dit de façon, je dirais, en exultant. Bon. Or, M. Van Rompuy est président de l'Europe. Au G7, il y avait 4 puissances européennes sur 7 pays. Les 4 se retrouvaient à la table avec 16 autres pays, donc noyés dans, je dirais, une participation beaucoup plus grande qui aurait dû, pour quelqu'un qui défend les intérêts, je dirais, de les institutions qu'il représente, ça aurait dû au contraire l'effrayer. Il aurait dit, mais notre poids a diminué de moitié dans cette affaire. Bon, non, il se réjouit. Vous voyez, au lendemain des accords de Paris, enfin, pour conclure les accords de Paris, Laurent Fabius a dit, aujourd'hui, c'est le début du gouvernement mondial. Donc, on veut créer, si vous voulez, des occasions sur des sujets qui, d'après eux, ne peuvent se régler que par une gouvernance mondiale. Les États sont trop petits. Questions environnementales, questions financières, lutte contre la spéculation, enfin, je dirais, régulation du système financier international, et aussi peut-être la pandémie. Mais alors la pandémie, ils n'ont pas pu saisir la balle au bond. Je pense qu'ils auraient voulu, mais il y a eu tellement de précipitations. C'est en ça que je vous dis que je ne crois pas que cette pandémie a été provoquée. Je n'y crois pas. Et parce que je vois bien que normalement, si ça avait été provoqué, ils auraient vraiment saisi la balle au bond et tout de suite rebondi. Mais vous voyez bien, les pandémies, on ne peut pas les régler simplement notre petite France ou notre petite Allemagne ou notre truc. Vous voyez, ils ont du mal, ils essayent de saisir, mais en fait, ils essayent de saisir pour contrer les opinions publiques qui, en fait, pensent exactement le contraire de cela. Vous voyez, donc, il y a une espèce de guerre qui, aujourd'hui, est de plus en plus visible entre les mondialistes et ce qu'on appelle les populistes, ou enfin les patriotes, enfin ce que vous voulez. Mais je n'ai pas l'impression que les mondialistes arrivent actuellement à imposer, je dirais, dans l'opinion, leur vue. Ils essayent de s'imposer par une forme de répression, des libertés qu'on réduit, liberté d'expression, etc. Mais en réalité, contrairement à ce qu'on peut croire, ils n'ont pas vraiment saisi la balle au bond pour imprimer l'opinion comme ils auraient pu le faire en disant « Mais vous voyez bien, cette pandémie, on va en avoir de plus en plus. Il faut absolument mettre en place un gouvernement sanitaire mondial qui nous règle les problèmes. » Bon, mais ils n'ont pas fait. Vous voyez, ça prouve bien que ça ne marche pas aussi bien que cela pour eux et qu'ils sont obligés de s'imposer d'une façon qui, à mon avis, n'était pas prévue dans leur logiciel. Alors, vous évoquez un nouveau chemin sur lequel l'humanité va avancer à tâtons, forte de ce qu'elle est devenue, mais aussi forte de ce qu'elle a appris dans l'épreuve. Quelle forme vous imaginez pour ce chemin et à quoi pourrait ressembler cette société démondialisée? La société mondialisée, c'est tout simplement une société où les nations restent souveraines et peuvent, je dirais, s'agglomérer de façon à la fois partielle et souhaitée dans le cadre de défense d'intérêts. Vous voyez, moi, je ne suis pas contre l'Europe. Je suis aujourd'hui contre l'Union européenne telle qu'elle s'est déployée et telle qu'elle s'est développée. Je pense que nous autres pays européens représentons une civilisation qui aujourd'hui est menacée. Elle est menacée par la montée des dangers d'autres civilisations
concurrentes. De la même manière que l'Occident s'est lui-même, je dirais, dépouillé de sa puissance, de sa force de frappe économique, de son leadership dans tous les domaines, eh bien, il a renforcé d'autres civilisations, d'autres puissances, qui aujourd'hui viennent nous mordre, viennent s'en prendre à nous, tout simplement parce que l'Occident, on l'oublie, nous, occidentaux, parce que ça fait des décennies qu'on vit dans la prospérité. Bon, l'Occident gagne depuis des siècles et des siècles. Et donc, nous, on ne sait pas ce que ressentent les autres. Nous sommes la seule civilisation qui a planté son drapeau partout. Mais les autres, ça leur fait pas forcément plaisir. Et les Chinois ont les souvenirs de la guerre des Boxers, la guerre de l'opium, toutes les humiliations. Et ils l'ont encore bien en tête. Vous voyez, tout le monde musulman, bon, ben, est en conflit avec le monde occidental depuis pratiquement la naissance de l'islam. Sauf que nous, on l'a oublié, puisque depuis des siècles, on gagne. Et eux, ils s'en rappellent. Et ils l'ont forcément mauvaise. Alors, je ne dis pas tous les musulmans, etc., mais c'est quelque chose qui est dans l'air, si vous voulez. Et quand vous voyez comment s'exprime un dirigeant comme Erdogan aujourd'hui, vous voyez bien que c'est la revanche. Il veut être le héros de la revanche de l'islam sur l'Occident. Et il le dit clairement. On ne complote pas, il suffit de lire ses discours. On ne fait pas du complotisme, il suffit de lire ses discours. Bon, mais qui a renforcé Erdogan? Qui a renforcé la Turquie? C'est l'Union européenne. Et aujourd'hui, il se retourne lui-même contre l'Union européenne, en multipliant les agressions contre la France, l'Italie, Chypre, la Grèce, etc. Bon, donc nous entrons aujourd'hui dans un monde conflictuel, mais comme il l'a toujours été, parce que là aussi, vous voyez, moi, l'utopie d'un monde pacifié, où tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, on s'aime, voilà, j'y crois pas. Vous voyez, ça aussi, l'homme nouveau, j'y crois pas, ça non plus, j'y crois pas. Bon, donc il y aura toujours, si vous voulez, des conflits, il y aura toujours des conflits d'intérêts, des choses. Alors, on peut mettre en place des éléments de régulation, évidemment, pour éviter qu'on bascule dans une guerre mondiale ou dans des conflits armés, etc., réguler tout ça d'une autre manière, mais on aura toujours des sujets de tension. Et l'Occident, aujourd'hui terriblement affaibli, est en grand danger face à des ennemis redoutables. Je vous rappelle qu'au moment où on a constitué l'Union européenne, tout ceci était mis en place, soi-disant pour rivaliser avec la Chine, la Russie et les États-Unis. Puis au final, on se retrouve les bras ballants face à M. Erdogan qui aboie et nous, on se couche dans la niche. Vous voyez, ça, c'est l'Union européenne. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps maintenant qu'on reprenne notre destin en main en tant que pays, mais également avec les pays, nos frères latines, germaines, tout ce que vous voulez, et nos sœurs latines, germaines, etc. Et puis qu'on se réarme à la fois économiquement, mais également sur le terrain diplomatique, et qu'on arrête, je dirais, de croire à un monde de bisounours où tout ça va s'arranger parce qu'il y a des échanges commerciaux. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Olivier Piacentini. Merci Henri Michel et merci à Epoch Time.